Ernest, je suis technicien de maintenance, j'ai 48 ans. Je ne suis pas spécialiste en égyptologie, en archéologie, j'ai étudié les sciences, mais que les sciences techniques et en grandissant donc vers l'adolescence, un de mes oncles m'a parlé un peu du panafricanisme, m'a parlé un peu de Marcus Garvey et m'a fait part des travaux de Cheikh Anta Diop. Alors, quand il m'a fait part de ça, étant donné que j'étais éduqué, à l'école, on va dire, nationale, l'école française, éducation nationale, je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. Je ne comprenais rien. J'ai lu, chez Anta Diop, Nation, Négriculture et là, je commençais à me poser des questions, à me dire: «Mais, heu, c'est assez bizarre tout ce qu'il dit». Ça va totalement à l'opposé de ce qu'on nous raconte dans l'histoire globale de la participation des Noirs à l'histoire globale. À savoir qu'en gros, hein, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais en gros, on nous dit que la Terre aurait environ 4 millions d'années de mémoire, que l'homme serait né en Afrique et qu'il aurait 300 000 ans. Et qu'ensuite il serait, sorti, 300 000 ans, c'est Sapiens Sapiens, hein. Qu'ensuite il serait sorti de l'Afrique pour aller, partout sur terre et qu'en arrivant en Europe, donc il aurait fait le miracle grec et que là, il y aurait eu, une succession de productions, d'inventions et ensuite, la période de colonisation, je fais vite et en court, la période de colonisation de l'Afrique et là, la découverte par les Africains, enfin par les Européens de l'Afrique et le rapport de la civilisation, de l'écriture, de la médecine pour sauver les bébés africains, l'apport du calendrier, puisqu'apparemment les Africains n'étaient pas inscrits dans la culture ni dans le temps, mais ils répétaient, comme dirait Sarkozy, les mêmes gestes, sans réfléchir. Donc en gros, un peu comme des robots ou comme des golems et bref, c'est ce qu'on nous raconte un peu à l'école. C'est un peu bizarre de se dire qu'un être humain, donc un sapiens sapiens qui a 300 000 ans, donc il y a 300 000 ans, ils avaient exactement le même cerveau que nous. Il y a 300 000 ans, ils avaient le même cerveau que nous, lorsqu'ils sont apparus en Afrique et donc avant de sortir d'Afrique, ils avaient déjà, on va dire, les capacités à réfléchir. Donc on se pose la question, enfin je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'en ayant la capacité à réfléchir, ils se mettent tout à coup à produire en arrivant en Europe, quoi? Et donc là, par rapport à ce que mon oncle m'a dit, je me suis dit: «Bon, effectivement, l'oncle a raison. L'histoire qu'on m'a apprise à l'école est centrée sur l'Europe, est faite pour glorifier l'Europe et est faite pour mettre en avant les réalisations européennes». Heu, je comprends effectivement qu'étant éduqué par un système européen, qu'on mette en avant les réalisations européennes. Si j'avais été dans un système, on va dire, asiatique, on va dire chinois pour être précis, on aurait mis en avant les réalisations chinoises. Ça se serait compris, ça aurait été clair et donc j'aurais grandi dans un espace où en gros, mon centre serait la Chine. J'aurais glorifié toutes les actions, toutes les inventions et cetera chinoises et voilà. Il se trouve que j'ai grandi dans un espace, européen, francophone, éducation nationale et centré sur l'Europe, centré sur la France et où, donc les personnes mises en avant sont Napoléon, Louis XIV, Colbert, qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Bref, ce sont ces personnes qui sont mises en avant, des personnes qui ne me ressemblent pas, mais étant donné que j'ai grandi en Europe, donc je peux comprendre l'admiration de certains pour ces personnes. Ça, il y a aussi Hitler d'ailleurs, oui, Hitler aussi. Bref, ce sont on va dire, les grands personnages qui ressortent de l'histoire, on va dire, européenne et occidentale. Hem, En lisant Cheikh Anta Diop, en lisant lentement Cheikh Anta Diop et en regardant un peu ses, on va dire, ses arguments, je me suis au fur et à mesure aperçu que ces arguments étaient pour moi fondés. Je parle du totémisme
je parle de la circoncision, je parle du témoignage des anciens, je parle, du témoignage aussi des ouvrages tels que la Bible. Je parle, ensuite de, quel autre argument qu'il avait donné? Alors attendez, 3 secondes. Heu, il y a les propres investigations du professeur Cheikh Anta Diop. Donc même si elles ont été faites que sur 3 individus, je crois que c'était 3 individus. Donc le taux de mélanine qui a été testé et qui a été prouvé strictement incompatible avec des personnes de type leucoderme, donc le taux de mélanine strictement, on va dire, africain. Et ensuite, l'étude des les coiffures africaines comparées aux aux couronnes aux couronnes de l'Égypte antique. Bref, en prenant connaissance de tout ça, je me suis rendu compte effectivement que, Cheikh Anta Diop était plutôt, dans, on va dire, selon moi, dans le vrai. D'autant plus que on ne peut pas être sous les UV en latitude africaine et avoir une, peau qui ne soit pas noire. Je parle bien avant les grandes migrations, en sachant que les gènes pour, les personnes leucodermes, les gènes qui ont permis aux gens de devenir leucodermes apparaissent vers il y a 40 000 ans, donc c'est très récent et que les personnes leucodermes même là, on parle juste du gène, hein, donc le gène, c'est il y a 40 000 ans, mais la couleur leucoderme même, elle, elle date d'il y a environ 8 000 ans. Donc en gros, vers, on va dire, 7 000 avant Jésus-Christ, au mieux 7 000 avant Jésus-Christ. Donc un homme qui apparaît il y a 300 000 ans, je pense pas qu'il attende 7 000 avant Jésus-Christ pour se mettre à utiliser son cerveau et de plus, étant donné pour ceux qui se trouvent en Afrique, il est certain qu'ils sont noirs de peau, strictement noirs de peau. Et pour maintenant ce qui est des habitants de l'Égypte et leur origine, pour les travaux, je vais pas parler que de Cheikh Anta Diop, mais pour les travaux qui ont suivi, Cheikh Anta Diop d'ailleurs l'avait déjà plus ou moins dit, on comprend que l'Égypte s'est peuplée, par le biais des populations qui se trouvaient dans le Sahara vert, donc vers, sauf erreur de mémoire, vers 12 000 avant, non, il y a 12 000 ans, donc en gros vers 10 000 avant Jésus-Christ. Donc qui ont quitté le Sahara vert lorsqu'il a commencé à s'assécher pour aller vers le Nil, et aussi des populations, on va dire, de type Khoisan, donc d'Afrique du Sud, qui est venant de la zone des Grands Lacs, donc de la zone de l'Ouganda, qui ont descendu le Nil, puisque le Nil, c'est une autoroute. Le Nil, c'est une autoroute vers vers l'Égypte, en fait. En partant de l'Ouganda, pour arriver jusqu'à la vallée du Nil, le Nil, c'est une autoroute, en fait. De l'Afrique, du cœur de l'Afrique vers l'Égypte. Et ça ne, selon moi, peut pas aller dans l'autre sens puisque les populations leucodermes apparaissent bien plus tardivement, de plus arrivent en Afrique bien plus tardivement. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc j'ai parlé du Sahara vert pour expliquer qui étaient les populations. J'ai parlé aussi de populations qui venaient de l'Ouganda. Heu, dans la documentation que j'ai fournie, j'ai mis, quelques études qui, en effet, ont ont confirmé ce que je viens de dire, comme si je parlais à un enfant de 5 ans, puisque là, je veux être bien compris de tout le monde. Je veux faire du simple puisque je ne suis pas égyptologue ni archéologue. Je veux faire du très simple pour que mon fils, comme je dis, qui a 5 ans, puisse comprendre ce que je dis. Voilà. Donc je vous ai envoyé des sources avec des études qui, en gros, disent exactement ce que j'ai dit. Des études menées, par des équipes, françaises pour certaines, notamment des équipes de Toulouse, des équipes de Éric de Crupézy, je crois, Éric Crupézy, et donc des études qui, depuis peu, se tournent de plus en plus vers justement l'ADN. ADN qu'on évoquera, j'espère, très, très largement, pour, étudier donc à la fois l'étude de Max Planck, Nature 2007 sur l'origine, des anciens Égyptiens, d'une part,
et ensuite sur, l'étude de Nouairat, donc le potier, de âgé, je crois, de 4 500 ans et donc en gros qui serait de la période prédynastique. Donc qui serait beaucoup plus intéressant que les individus de l'étude Max Planck puisque les individus de l'étude Max Planck sont des individus récents donc qui ne peuvent absolument rien dire de l'origine, des anciens Égyptiens puisque d'une part, ils sont récents, d'autre part, ils sont issus d'une zone de connue comme étant une zone de colonisation et d'immigration. Donc, selon moi, ils ne peuvent strictement rien dire. Non seulement selon moi, mais aussi seulement selon les propres termes de ceux qui ont réalisé cette étude Max Planck. On prendra le temps de la consulter, j'espère, ensemble. C'est en anglais, mais on est suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'ils nous disent et pour voir précisément où sont les biais et ce qu'on veut nous raconter? Parce que dans tout, on peut nous raconter des choses. Donc pour un exemple concret, hein, lorsqu'il y a eu la colonisation de l'Afrique non, on va prendre notre exemple, la colonisation de l'Afrique. Lorsque Ramsès II a perdu à la bataille de Kadesh, lorsqu'il est rentré, il a prétendu qu'il avait gagné et il a écrit, affiché, enfin écrit, fait écrire partout qu'ils avaient gagné alors qu'ils avaient perdu. Donc, il a tenu un discours pour, on va dire, redorer son blason, enfin, pour garder la tête haute, on va dire, pour faire simple. Pour le colonialisme, c'est le même système. On, on arrive chez les gens, on leur raconte qu'ils ne sont pas humains, on les tue, on les génocide, on les convertit à notre religion, on leur fait croire que on est grand, on leur fait croire qu'on est le peuple élu et que c'est normal, qu'ils doivent tendre l'autre joue en permanence, que ça va leur faire du bien, qu'ils atteindront le paradis s'ils la ferment, tout se passera très bien. Et on raconte que, ben oui, qu'on est élu de Dieu et que tout ce qui est sur terre vient de nous. Et que même au cœur du Zimbabwe, qui se trouve justement en Afrique, vers l'Afrique du Sud, que même au Zimbabwe, que les grandes murailles du Zimbabwe auraient été faites par des Blancs. Donc là, je ne sais pas à quel niveau de délire faut arriver pour que des scientifiques puissent arriver à dire de telles choses, mais les scientifiques européens sont arrivés à ce niveau de, on va dire, de mensonge, pour dire utiliser des mots simples, des mots que mon fils puisse entendre. Donc, on est arrivé à ce niveau de mensonge où les scientifiques européens ont déshumanisé tout ce qu'ils rencontraient, en particulier les Africains. Ils en ont fait, en gros, l'équivalent de l'esclave, c'est-à-dire que par l'utilisation de titres, on fout de mots comme nègre, simplement, les gens identifient la personne traitée de nègre comme étant un esclave, alors qu'il s'agit d'êtres humains et des premiers êtres humains. Donc, d'ailleurs, même, on pourrait même dire des seuls strictement sapiens sapiens, puisque tous les êtres humains qui se trouvent hors d'Afrique ont un ADN soit Denisova, soit un ADN néandertal. Et je n'invente rien, on le découvre. Vous le savez d'ailleurs, je le pense bien mieux que moi. Alors, donc, j'ai parlé de la possibilité enfin, des discours qu'on pouvait utiliser pour raconter aux gens qui n'étaient rien du tout. Bah, justement, il se passe la même chose. Si ça s'est passé avec le Zimbabwe, ça s'est aussi passé avec l'Égypte antique. Et si ça s'est passé avec l'Égypte antique, c'est pour la simple et bonne raison que l'Égypte antique a apporté à l'Occident et à l'Europe la civilisation. D'abord en lui apportant l'écriture, puisque l'alphabet, comme vous le savez, est né sur les bases des hiéroglyphes, donc sur les bases de l'écriture qui est née en Afrique. Souvent, on parle de Sumer, mais Sumer, même si c'était plus ou moins à la même époque, et même en supposant, en imaginant que ce soit bien plus tôt, le cunéiforme, je connais personne qui n'écrit en cunéiforme sur la planète. Strictement personne à ce jour n'écrit en cunéiforme. Et le cunéiforme n'a laissé aucun descendant. Strictement personne n'utilise un descendant du cunéiforme. Par contre, l'écriture née en Afrique, qui a donné donc les hiéroglyphes, et ensuite, non, on dira née à Couche, qui a né à Couche, c'est-à-dire dans le Soudan, qui a été ensuite diffusée en Égypte antique et qui ensuite a été diffusée vers la zone qu'on va appeler Palestine ou Cananéens, puis aux anciens Grecs, les premiers Grecs, on va dire les premiers Grecs pour faire simple, pour faire très court, puis
au reste de l'Occident a été aussi transmise aux Arabes. C'est-à-dire que, les écritures arabes, comme les écritures sémites, comme les écritures toutes les écritures européennes descendent bien et viennent bien originalement des écritures africaines. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, que si les Africains n'avaient pas créé une écriture, il y aurait peut-être eu d'autres écritures, hein. On aurait certainement écrit en cunéiforme, mais on n'aurait pas écrit avec les alphabets qu'on a actuellement. Donc c'est ça les enjeux en fait. Selon moi, les enjeux, qui font qu'aujourd'hui on cherche à retirer la civilisation, heu, de l'Égypte antique aux Africains, c'est tout simplement qu'on ne veut pas reconnaître que l'écriture vient strictement de l'Égypte antique qui était noire, d'une part. Ensuite, qu'il en est de même pour la science, pour la médecine, pour les mathématiques, pour l'architecture et la philosophie. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que en observant tous ceux qu'on appelle les savants grecs, que ça soit Thalès, que ça soit Aristote, Ératosthène et compagnie, tous ceux qui disent qu'ils ont fait tel ou tel, théorème, tous ceux qu'on appelle les grands philosophes, les occidentaux savent pertinemment que tous ont été étudiés en Afrique et qu'aucun n'a créé spontanément de théorème. Aucun ne s'est mis à mesurer spontanément la taille de la Terre, la circonférence de la Terre, pardon. De même, pour le calendrier donc est né enfin, des calendriers, il y en a eu partout, hein, les écritures aussi, enfin partout. Il y en a eu sur pas mal de continents. Pas en Europe à ma connaissance, en tout cas pas de stellaire à 365 jours un quart, pas en Europe, ni même en Asie à ma connaissance à ce jour. De même pour les écritures, il y en a qui sont apparues, on va dire partout, mais là non plus, pas en Europe, pas de façon spontanée à ma connaissance, ni en Europe. En Asie, oui, puisqu'on parle du cunéiforme avec Sumer, on parle des écritures, asiatiques, dans la zone, lecture chinoise et japonaise et indienne. Donc là, oui, mais en Europe, non, ça a jamais existé. Donc un peu comme avec Ramsès II et sa soi-disant victoire de Kadesh, on comprend en fait que les Européens et en particulier comment dire ça? Les suprémacistes européens ont transformé l'histoire, ont falsifié l'histoire, ont menti sur l'histoire et aujourd'hui heu, essaie de se débrouiller, de se débattre pour, conserver le mensonge, pour maintenir le mensonge et donc essaie de salir tous ceux qui pourraient justement, faire tomber le mensonge d'une Égypte qui serait, soit sémite, soit arabe, soit lévantine. Parce qu'on entend les gens dire que non, mais en fait les anciens Égyptiens ils viennent du Levant ou c'était des Arabes. Ben, en fait, très clairement non. Non par déjà l'iconographie. Faut voir la face d'Osiris, du visage d'Osiris conservé au Louvre. Ce n'est strictement pas une face, occidentale ou une face arabe. Faut voir Monsieur Camara, ça va les faire 18 ah, minutes. J'espérais que vous OK. concluiez votre présentation, un Bien, petit je peu plus fais une tôt, mais conclusion en une phrase. Conclusion en une allez-y. phrase, l'histoire est actuellement falsifiée et on essaie de cacher l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne afin de faire régner, le mirage grec. Voilà. OK, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Alexis, je tiens à ajouter une petite chose. Il y a des termes que TikTok n'aime pas du tout, même quand ce sont des citations de livres. Je ne sais pas si vous êtes, heu, un fin connaisseur d'Agatha Christie. Ils étaient 10, c'est le nouveau nom de les 10 petits, le mot interdit sur TikTok. Vous l'avez prononcé 3 fois. Heu, bon, moi je m'en fous fondamentalement parce que je trouve que si le mot a été utilisé, il faut l'utiliser. Mais je crains que si vous continuiez à l'utiliser, TikTok vous bannisse. Donc le mot en N, il faut éviter de le redire, monsieur Camara. Très clair Heu, pour moi. de même pour vous avez évoqué, un terme qui commence par géno et qui signifie tuer beaucoup de gens. Il vaut mieux l'éviter Oui. aussi celui-là, voilà. OK, ce sont juste des termes, malheureusement Bah, je sais, réels, quoi. mais je suis entièrement d'accord Il avec y a pas vous. de souci. C'est mais je suis obligé de me
de me soumettre un petit peu aux lois de TikTok si je veux que le débat puisse se faire avec 2 intervenants. Ça m'embêterait beaucoup que vous me fassiez, heu, suspendre votre compte juste parce que, vous utilisez des termes, de vocabulaire, courants et qui devraient être acceptables. Voilà, mais je préférais le dire tout de suite, comme ça, OK, c'est clair pour moi. je suis sûr qu'on reste, tous les 3 ensemble, toute la soirée. Alexis, est-ce que tu es disponible? Et Oui, oui, c'est bon. eh bien, Vous m'entendez? je te lance sans problème. Ouais, c'est parti. Alors, plusieurs choses dans votre présentation, tout à fait intéressantes. La première, c'est que vous faites une critique, fort justifiée de l'européocentrisme et je ferai la même, hein. C'est qu'effectivement, l'histoire telle qu'elle a été conçue, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est une histoire, très européocentrée pour plein de raisons diverses et variées. Qui, évidemment, ne sont pas des bonnes raisons. Et qu'aujourd'hui, justement, il y a une très grande transformation dans la manière dont on pratique l'histoire, depuis le 45 et encore plus depuis les années 70, et dans lequel, notamment, ce qu'on appelle, les subaltern studies, c'est-à-dire les études sur les groupes dominés, ou encore les post-colonial studies, c'est-à-dire les études justement, sur, les parties du monde, qui ont été colonisées, ont pris le pas sur les études européocentrées. Donc c'est un point sur lequel il est important de revenir parce que il me semble que vous conservez une vision de la manière dont on pratique l'histoire, dont on fait l'histoire, dont on écrit, qu'on travaille l'histoire, qui est aujourd'hui, un peu ancienne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tout cas depuis 45, il y a un article extrêmement important, hein, qui est paru, dès 45. Je retrouvais mes notes pour savoir, pour retrouver la personne qui l'a écrite. Heu, les le consensus historique, sur, l'histoire de l'Égypte et sur l'histoire de l'Égypte antique, c'est que l'Égypte antique est bien africaine. La question, c'est pas noir, c'est africaine. Mais, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'étude, la Cambridge History of Africa, dont le premier volume sort en 1980, donc c'est assez ancien maintenant, hein, c'est une quarantaine d'années, donc qui est une étude en 8 volumes sur l'ensemble de l'histoire de l'Afrique. Eh bien, le premier volume, comprend évidemment des chapitres entiers sur l'histoire de l'Égypte, puisque les historiens, à juste titre, considèrent que l'Égypte est en Afrique et effectivement, géographiquement, l'Égypte est en Afrique. La question ne se pose pas, là-dessus. Voilà. Heu, alors après quelques, remarques générales sur aujourd'hui, quelle est l'hypothèse que l'on met en avant sur l'origine, de, la civilisation égyptienne, la culture égyptienne. Le terme de civilisation est un terme qui est aussi un peu compliqué à étudier, donc à utiliser pardon, donc on préfère on va parler plutôt de l'Égypte pharaonique ou de, la culture égyptienne. L'hypothèse, qui est mise en avant et qui est issue des travaux d'historiens et d'archéologues, c'est que l'Égypte en tant que, heu, État, groupe d'États, s'est formé à partir des populations nilotiques, donc des populations du Nil, qui effectivement viennent plutôt du nord, et pas vraiment du sud parce qu'il y a des gaps, hein. Vous dites, «Le Nil est une autoroute», vous n'avez pas totalement tort, mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de points de passage sur le Nil qui sont compliqués, hein, qui sont des cataractes et qui sont des points de rupture, hein, qui ont très largement bloqué les populations. Donc les populations qui, vont, fonder, l'Égypte antique sont des populations de plutôt semi-nomades effectivement venues, des 2 côtés du désert oriental, du désert occidental, qui sont petit à petit installés autour du Nil, qui ont profité, de l'arrivée d'eau, du Nil, qui se sont sédentarisés et qui ont petit à petit formé des chefferies, puis, des états-cités pardon, puis, se sont petit à petit, unifiés et aujourd'hui l'hypothèse, l'idée que, ce seraient des populations du sud qui seraient venues occuper le nord, en remontant le Nil, n'est pas, considérée comme étant solide. Il manque beaucoup d'éléments, pour le démontrer, mais j'imagine que vous reviendrez, dessus. Heu, vous parlez des thèses de Cheikh Anta Diop. Alors les thèses de Cheikh Anta Diop, elles sont assez anciennes. Lui, par exemple, n'a pas pu utiliser, d'études ADN parce qu'à l'époque, ça se faisait peu ou pas et on reviendra sur les études ADN évidemment. Donc assez anciennes. Elles s'inscrivent également dans un contexte particulier, hein, qui est celui de la décolonisation, hein. Cheikh Anta Diop, de manière fort logique et conserver, cet apport, hein, très important qu'il a fait à, essayer de replacer pardon,
de sortir justement, les études, historiques de l'Afrique, bah, justement du contexte colonial et ça c'est un apport extrêmement important, là-dessus. En revanche, heu, les études qu'il a faites, que ce soit dans le livre que vous citez, que ce soit au colloque du Caire de 74, heu ou que ce soit dans les études d'après, sont aujourd'hui très largement dépassées. Elles sont dépassées, elles étaient elles sont dépassées d'abord parce qu'un certain nombre d'éléments dont se sert chez Canté Diop, pardon, excusez-moi, dont par exemple l'anthropologie physique, sont aujourd'hui absolument plus utilisés. On ne considère pas du tout que l'anthropologie physique soit, quelque chose de valable pour définir, une population. C'est beaucoup trop aléatoire, les critères sont beaucoup trop compliqués et puis, ça tend également à, tourner, vers une notion, malheureusement, dangereuse qui est celle du racialisme, hein, qui est derrière. Donc ça, par exemple, toute cette partie-là est aujourd'hui peu utilisée, ou voire pas du tout utilisée en histoire et en archéologie. De même, les études linguistiques, de Cheikh Anta Diop sont, considérées comme, plus que dépassées. Elles étaient déjà dépassées quand il les sort, hein, lorsque, Cheikh Anta Diop se présente en 1974 au colloque du Caire et qu'il, avance ces études, linguistiques et bien, elles reposent sur peu de choses, d'autant peu de choses que les études sur les langues africaines ont été développées à peu près à la même époque. Il y a notamment les travaux de Greenberg qui ont été très importants et les travaux de Greenberg, par exemple, montrent qu'il n'y a aucun lien entre, les langues parlées en Égypte et dans l'ensemble de l'Afrique du Nord et les langues, subsahariennes, notamment celle de l'Afrique de l'Ouest, hein, et ces travaux de Greenberg ont été développés, très largement développés et aujourd'hui, c'est eux qui font foi. Donc il n'y a pas de lien de langue entre, l'Égypte, pharaonique, et l'Afrique, subsaharienne. Heu, vous parliez de l'étude, sur, la mélanine et vous dites: «C'est une mélanine africaine». Alors là, j'avoue que je suis un peu tombé des nues parce que, la mélanine, c'est purement physique, hein. Il y a des populations ailleurs, qu'en Afrique qui ont des peaux sombres, des peaux noires, hein, que ce soit en Mélanésie, hein, le terme, indique bien ce qu'il veut dire, hein, ou que ce soit dans le sud de l'Inde, hein, les groupes dravidiens, par exemple, hein, et donc c'est pas et on peut pas dire qu'il y a une mélanine qui vient d'un côté ou de l'autre. D'autant plus que, il paraît aujourd'hui difficile, de relier le taux de mélanine à, un niveau culturel particulier. Le taux de mélanine, c'est, uniquement lié, une adaptation de la peau à des conditions, à la fois d'alimentation et d'ensoleillement et pas à autre chose. Donc, je pense qu'il faut là, utiliser un élément qui est important, hein. C'est pas parce qu'on est d'une couleur de peau, différente, on est, plus ou moins civilisé. C'est justement un des grands dangers, hein, qui a été mis en avant, au 19e siècle et sur lequel les historiens notamment et encore plus les historiens actuels luttent de manière, assez féroce. Alors, vous aviez cité également un certain nombre heu d'éléments, que Cheikh Anta Diop, utilise pour soutenir sa thèse, hein. Le totémisme, la circoncision, notamment les coiffures, et cetera. Là, il faut bien dire que ce sont quand même des, heu, des éléments extrêmement faibles, pour en parler. Parce que, dire que, tel peuple, parce qu'il utilise telle coiffure est lié à tel peuple parce qu'il utilise la même coiffure, c'est un peu léger, hein. Est-ce que 2 peuples qui font des tresses, sont les mêmes peuples, même s'ils n'ont pas de contact? Ça paraît quand même assez faible comme argument, hein. Ce sont des éléments pardon, ethniques contemporains, d'autant que, les phénomènes de culturation et d'acculturation sont très importants et que, ces mélanges peuvent se faire à des époques différentes. Parce que et c'est sans doute là, que, la thèse de monsieur Diop est est plus faible, c'est que sa thèse est totalement anachronique. C'est-à-dire qu'il mélange, des périodes, notamment les périodes prédynastiques, hein, on est autour de 4 500 avant notre ère, jusqu'à 3100 moi, pour la période prédynastique, de l'Égypte, avec des évolutions de l'Afrique de l'Ouest notamment, qui sont beaucoup plus tardives. On n'a pas d'éléments qui permettent de comparer à la même époque, les populations d'Afrique de l'Ouest je parle notamment en termes de vêtements, de coiffure et cetera, avec les populations, nilotiques
Donc là, on est sur quelque chose où on perçoit, un anachronisme assez fort de la part du professeur, Cheikh Anta Diop, sur cette question-là. Donc voilà, ça c'est un peu les grands éléments. Donc aujourd'hui, le consensus historique, il est que des populations, du Nil, ce sont des populations qui se sont formées petit à petit, entre eux, allez, on fait la période finale 4500 et 3100 avant notre ère, par agrégation de populations qui étaient autour, donc plutôt en Afrique du Nord, sur lequel, les manières dont les Africains, pardon, les Égyptiens se présentent, notamment dans ce qu'on appelle les livres des portes, et c'est une peau, cuivrée, hein, c'est le thème qui est donné. Mais de toute façon, les Égyptiens eux-mêmes, dans la manière dont ils perçoivent les groupes, autour d'eux, ont des codes assez précis, assez particuliers. Alors que quand ils parlent notamment, du pays de Couche ou du pays de Punt, hein, ils utilisent des codes de couleurs ou des codes de coiffure différents. Quand ils parlent des Libyens ou des Asiatiques, les Asiatiques, c'est-à-dire ce que vous appelez vous les Cananéens, c'est-à-dire en gros, le Levant et un peu au-delà, c'est un autre code de couleur ou quand ils parlent, des Kimityu, hein, des Crétois, ils utilisent un autre code de couleur, donc ils ont des codes assez précis et la manière, dont cette présentation, est faite par les Égyptiens eux-mêmes montre qu'eux ne se présentent pas, de couleur noire, mais plutôt de couleur cuivrée, c'est la couleur qui se donne. Donc on a cette différence et je termine par un dernier élément avant de vous poser une question. Heu, le dernier élément, c'est vous dites que, certaines statues, notamment d'Osiris, sont noires et n'ont pas un type, européen. Alors, d'abord, plus aucun égyptologue aujourd'hui ne pense que les Égyptiens sont un type européen, hein, ils ont un type égyptien. Enfin, ils sont en Afrique du Nord, mais il faut faire aussi très attention avec l'usage des couleurs, notamment à cette époque-là, parce que, par exemple, pour les Égyptiens, le noir ou le vert sont des couleurs liées à la résurrection, hein, et Osiris, par exemple, est représenté en noir et en vert, hein, parce qu'il est lié effectivement fortement à la résurrection, et que ce n'est pas, une couleur de peau, spécifique. Alors voilà, j'en ai terminé par la présentation en général. Je pense qu'on va revenir, hein, sur un certain nombre de choses et notamment sur les articles, dont vous parlez, sur l'ADN. Mais j'ai juste une question moi qui me tracasse, hein, c'est: est-ce que vous estimez que, la couleur de peau a une importance dans le développement des civilisations ou pas? Absolument pas. Alors absolument pas, justement, j'ai pris bonne note, durant votre présentation. Vous avez insisté sur l'Afrique de l'Ouest, je ne vois pas trop pourquoi. Moi, je vous ai parlé de l'Afrique globalement, donc je vais répéter que les anciens Égyptiens sont effectivement africains, mais noirs africains. Et je ne sais pas pourquoi vous me parlez de l'Afrique de l'Ouest, en sachant que dans l'Afrique, il existe différents phénotypes, c'est-à-dire différents, types de cheveux, différentes formes d'yeux, différentes, formes de nez et donc vous insistez sur l'Afrique de l'Ouest. Je ne vois pas trop, en fait, quel est votre objectif. Enfin, je vois pas trop où vous voulez, ce que vous voulez faire en fait, en insistant sur l'Afrique de l'Ouest alors que, nulle part, dans aucun livre, on ne parle de l'Afrique de l'Ouest. Alors maintenant Je réponds concernant juste 15 secondes à ça. Je réponds juste 15 secondes à ça. allez vous Je pouvez m'interrompre, Oui, oui. allez-y, interrompez-moi, allez-y. Non, 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 mais après, oui, je suis désolé, mais j'insiste et peut-être que j'ai tort, hein, mais j'insiste là-dessus parce que monsieur Diop insiste beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest. Quand il fait les rapports entre l'Égypte et l'Afrique, il insiste sur l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que j'insiste dessus. Peut-être que j'ai tort et peut-être que ça a été modifié, mais c'est ce que quand on lit, monsieur Diop, c'est ça. Voilà et je suis désolé de vous avoir interrompu, mais c'est juste pour répondre là-dessus, parce que je pense que c'est important que je vous le dise tout de suite. OK, je peux reprendre? Oui, oui, allez-y, monsieur Cameron. Reprendre? Oui, oui. OK. Alors, donc, je ne parle pas tout de suite de Cheikh Anta Diop. Je répète donc, que les études, ont montré donc effectivement que les anciens Égyptiens, sont originaires du Sahara vert et ensuite de la région des Grands Lacs et ils le disent eux-mêmes dans leur cosmogonie. Eux-mêmes disent qu'on vient du pied du mont Moon, enfin du pied du mont de la Lune et eux-mêmes, ils vont faire des processions vers le sud. C'est vers le sud que se trouve leur dieu, c'est vers le sud que sont apparus la plupart de leurs coutumes, l'écriture et la plupart de leurs mœurs et absolument pas dans en Basse-Égypte, comme, vous tentez de le montrer avec, les éditions de Cambridge, Cambridge History of Africa. Mais bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard.
Donc oui, pour moi, la couleur n'a strictement aucune importance sur le fait que quelqu'un ou qu'un groupe de personnes soit civilisé ou pas. Justement, c'est, le contraire pour moi. Ce sont les eurocentristes qui cherchent à faire croire à l'humanité, que la civilisation viendrait justement de leur manque de mélanine et donc de la zone, de l'Europe. Que la civilisation viendrait notamment de la Grèce, que la Grèce aurait par miracle découvert la philosophie, découvert la médecine, découvert les mathématiques, et cetera. Alors en fait que les Grecs anciens, ce sont juste des étudiants en Égypte antique. Alors vous avez insisté sur, sur l'Afrique de l'Ouest en citant Cheikh Anta Diop. Les anciennes cartes et en disant notamment que Cheikh Anta Diop se serait trompé sur la linguistique. Les, envahisseurs, de Kémet, l'Égypte antique, lorsqu'ils ont envahi Kémet, les envahisseurs ont provoqué un mouvement, d'un mouvement logique, un mouvement de fuite. C'est-à-dire que les habitants de l'Égypte antique, lorsque les Mamelouks, les Perses, les Français, les Anglais, les Arabes et toutes les populations non africaines, les populations et ceux que vous appelez d'ailleurs les Égyptiens, puisque les anciens Égyptiens ne se sont jamais appelés Égyptiens. Donc effectivement, on peut dire que les Égyptiens sont Égyptiens, hein, si on prend en compte le fait que les Égyptiens actuels sont des Lévantins, comme vous dites, ou des Perses, ou des descendants de Mamelouks, des descendants d'Arabes, des descendants de Maghrébins. Donc on peut dire les Égyptiens pour ces populations-là, mais ces populations-là ne sont strictement pas à l'origine ni de la construction des pyramides, ni de la construction du corps de science, ni de la construction du corps de médecine, ni de la construction du calendrier qui est bien l'œuvre des vrais anciens Égyptiens, c'est-à-dire des Africains noirs qui n'ont rien à voir avec le terme. On utilise le terme égyptien par commodité, parce que c'est le terme que les Grecs que nous ont amenés à utiliser. Mais les deux populations n'ont strictement rien à voir. Maintenant, pour revenir sur ce que je disais, donc le fait que les envahisseurs ont poussé les vrais, euh, les Kamites, donc à fuir la terre, leur terre, et donc à aller un peu partout vers le centre de l'Afrique. Donc effectivement, vers l'ouest, vers le sud, et donc à quitter, et vers aussi l'est, mais en tout cas à quitter le nord de l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on constate que les populations qui sont au-dessus de Assouan ont une couleur de peau blanche. Ce sont des leucodermes. Et ce sont les leucodermes parce que justement, ce sont les derniers arrivés, ce sont les envahisseurs et rien d'autre. Ils ne sont strictement pas les Égyptiens qui sont à l'origine de la construction de l'Égypte antique. Voilà. Maintenant, vous me parlez de l'Afrique de l'Ouest. Faut savoir que les cartes anciennes nous précisent que ce qui était appelé Soudan se trouve en fait dans la zone qu'on appelle actuellement la zone du Sahel. La zone où se trouve, on va dire, le Mali, le Niger, la zone, on va dire, de l'AES. C'est dans cette zone-là, en fait, c'est cette zone-là qui était appelée le Soudan, le Soudan occidental même, pour être précis. Et les langues du Soudan occidental sont proches de la langue des anciens Égyptiens. Proches parce qu'ils font partie du même groupe de langues. Ils font absolument partie du même groupe de langues et ce groupe de langues ne comprend que 2 langues, je dis bien que 2 langues qui sont parlées par heu, des non noirs de peau. Voilà. Sinon toutes les autres langues sont parlées strictement et uniquement, par des noirs de peau. Voilà. Donc pourquoi je dis ça? Quand je dis 2, c'est 2 langues sur une dizaine de langues. Donc il est tout à fait normal que Cheikh Anta Diop ayant, grandi en Afrique et ayant, parlé le wolof, il est tout à fait normal que sa langue maternelle étant une langue africaine, il est tout à fait normal qu'il comprenne une langue africaine, c'est-à-dire la langue des anciens Égyptiens. Donc c'est totalement normal, il y a rien d'anormal là-dedans. Dans votre vision, vous avez insisté donc comme je disais sur l'Ouest, donc ça c'est réglé. Vous avez parlé de Greenberg qui ferait foi, les travaux de Greenberg qui feraient foi. Non, les travaux de Greenberg sont remis en cause, très largement remis en cause par les spécialistes de la linguistique. Vous-même, je crois que vous êtes doctorant en égyptologie, donc vous le savez que les travaux de Greenberg sont remis en cause et ne représentent pas, une vérité. Voilà, ce sont pas des faits. Les travaux de Greenberg sont effectivement des grands regroupements, un travail de grand regroupement,
Mais ces grands regroupements ne représentent pas la vérité. Et, ce sont les travaux qui sont remis, comme je disais, en cause. Vous m'avez ensuite parlé de la mélanine, en disant en gros que les travaux de Cheikh Anta Diop sur la mélanine, même si elle montrait un haut taux de mélanine des personnes étudiées, des momies étudiées, et que ces momies étaient en Afrique, qu'il pourrait s'agir de Mélanésiens ou d'Indiens. Donc, alors, des personnes à haut taux de mélanine en Afrique qui seraient donc des Mélanésiens ou des Indiens. C'est pas ce que j'ai dit, hein, c'est Bon, pas ce que j'ai je, dit. je, Je je me, je me- allez-y, allez-y, terminé, mais c'est pas ce que j'ai dit. allez-y, je vous en prie, allez-y. Terminé, mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dit qu'il y avait d'autres peuples qui ont des hauts taux de mélanine. C'est ça que je dis. Oui, J'ai pas dit mais que pas les en peuples. Afrique. Et ces autres peuples ne sont pas en Afrique. Là, on parle de l'Afrique. Donc, les travaux de Cheikh Anta Diop pour étudier le taux de mélanine de peuples qui sont en Afrique ne peuvent pas donner comme résultat des Indiens. Ça, c'est strictement impossible. Ils ne peuvent pas non plus donner comme résultat des Mélanésiens. C'est strictement impossible. Si on étudie quelqu'un qui est en Afrique et qu'on étudie son taux de mélanine, et s'il est vraiment d'Afrique, on ne peut pas dire, oh ouais, non, mais c'est un Mélanésien ou c'est un Indien. Donc là, désolé, ça, voilà, c'est impossible. Autre chose, vous avez parlé du rapport entre la mélanine et la culture. En gros, vous dites que le taux de mélanine ne définit pas le taux de culture. Donc, en gros, le taux de mélanine ne définit pas le taux de, on va dire, de, entre guillemets, de civilisation. Je n'ai jamais dit ni pensé cela. Ce sont les eurocentristes qui, justement, avec la colonisation, ont cherché à faire croire à l'univers entier qu'ils étaient en fait supérieurs aux autres parce qu'ils avaient la peau de la couleur de laquelle ils l'ont. Mais ce ne sont pas les Africains qui ont dit la Tour Eiffel, non, ce n'est pas vous qui l'avez fait, ça a été fait par les Africains. C'est le contraire. Donc, je répète, ce sont bien les Européens qui ont été jusqu'au Zimbabwe dire aux Zimbabwéens que leur construction ancienne avait certainement été réalisée par des blancs mystiques qui seraient venus certainement d'une autre planète, comme actuellement on cherche à le répéter matin, midi et soir, qu'il y aurait des extraterrestres qui auraient construit les pyramides en Afrique. Donc, à chaque fois qu'il y a une construction grandiose hors d'Europe, là, les extraterrestres apparaissent. Comme par hasard, le taux de mélanine, comme par hasard, là, il devient problématique. Il y a trop de mélanine, donc ce sont les extraterrestres. Voilà. Maintenant, je pense avoir répondu à ce que vous me disiez. Oui, vous m'avez aussi parlé d'éléments qui étaient très faibles, les éléments culturels. Vous m'avez dit que le totémisme, la circoncision, les coupes de cheveux, l'utilisation de repose-tête, l'utilisation de queue de bœuf comme symbole de pouvoir, l'utilisation de peau de léopard. En gros, vous me dites que tous ces trucs qu'on retrouve uniquement en Afrique, sauf pour les repose-tête qu'on peut retrouver en Asie, ne prouvent pas, même s'ils sont utilisés par des Africains de l'ancienne Égypte ne prouvent pas que les Africains de l'ancienne Égypte étaient des Africains noirs. Bon, je pense pas que mon fils de 5 ans va vous croire. C'est bien essayé, euh, mais mon fils de 5 ans, il va certainement pas vous croire. Vous parlez de cuivré, population de couleur cuivrée. Alors, et vous parlez aussi de code de couleur, comme quoi les couleurs vertes ou noires signifieraient la résurrection. Bon, alors, je veux bien, je veux bien. Dans ce cas, pour quelle raison, lorsque l'on nomme les dieux ou les grandes divinités, à chaque fois, juste avant, en épithète, on met le grand noir? Est-ce que le grand noir, dans le langage courant d'aujourd'hui, ça signifierait résurrection? Je ne pense pas, mais alors absolument pas. De même, lorsqu'on parle des couleurs, il faut qu'on sache, enfin qu'on se dise que les couleurs telles que cuivré, telles que olive, telles que bordeaux, ça n'existait pas dans ces époques anciennes. Enfin, ce n'est pas que ça n'existe pas, ce n'était pas nommé, donc ce n'était pas conceptualisé. Les gens ne voyaient pas les mêmes couleurs que nous. Les gens voyaient, enfin, c'est pas qu'ils ne le voyaient pas, ils les nommaient pas comme nous. Ils n'avaient pas autant de mots. Donc effectivement, actuellement, on a plein de mots pour nommer toutes les couleurs. On voit effectivement du bleu, du jaune, du vert, du rouge, du parme, etc. Mais à l'époque, les mots tels que parme, tels que rose n'existaient pas. Il y avait de grands groupes de couleurs, à savoir le rouge, le noir, le jaune, alors rouge, bleu, blanc. Mais
les couleurs appelées par nous aujourd'hui vert, bleu et noir appartenaient strictement au même groupe. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une représentation en bleu, en vert ou en noir, il s'agit en fait de noir, strictement de noir. Et ça n'a aucun rapport avec la notion de résurrection. Ça, c'est du verbiage, je dirais, pour faire très simple, c'est du verbiage. Puisque c'est. Alors, je voudrais bien répondre que vous êtes assez dense, je vais vous répondre et vous poser un certain nombre de questions. D'abord, Allez-y, je vous en prie. vous dites Grinberger est contesté. Par qui? Alors, je n'ai pas de notes là-dessus, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble Alors, ce je vais moment. vous répondre, je vais vous répondre tranquillement. Ah, Euh, allez-y. la Cambridge History of African Linguistics, qui est un ouvrage de 2019, donc assez récent, hein, qui est dirigé notamment par Ekehard Wolff, hein, met bien en avant le fait que même si les travaux de Grinberger ont été modifiés à la marge, un certain nombre de ces distinctions, reste le centre du consensus sur l'histoire des langues africaines. C'est une référence que je vous ai envoyée dans ma bibliographie. Ça ferait la question. Vous dites, deuxième élément, là je prends le dernier élément, vous dites le bleu, le vert, le noir appartiennent au même groupe de couleurs. Vous êtes vraiment sûr de ça? Vous sortez ça d'où? Quelle est l'hypothèse? D'où vous sortez cet élément-là? Alors, donc apparemment, vous ne le saviez pas ou vous ne l'avez pas encore Non, entendu. mais Je vais rechercher dans ma Bible. Mais c'est pas grave hein, de ne pas savoir quelque chose. Je dis juste, vous mais laissez. la question n'est pas de savoir si je sais ou je sais pas, c'est d'où vous sortez cette information. D'accord, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous le savez, mais vous me posez pas Non, la non, non, question. non, c'est pas ça ma question. Mais il La n'y a pas question, de c'est honte à ne pas savoir, en fait. Il y a pas de. Non, non, s'il vous plaît, sortez- s'il vous plaît, je vais muter tout le monde. On va arrêter de faire du passif agressif. Quand on demande une source sur l'origine d'une information, répondre en disant non, mais il n'y a pas d'honte à pas savoir. Oui, mais moi aussi, je ne sais pas des choses. Mon fils C'est ne pas sait très pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Non, alors que vous vous coupiez entre vous, c'est une chose. Là, je suis en train de recadrer le truc, monsieur Camara. Donc, s'il vous plaît, quand on vous pose une question, vous avez affirmé quelque chose, donc vous êtes censé savoir d'où ça vient. Ce que pense votre fils, est-ce que votre fils sait ou pas que le bleu, le noir, le machin, c'est la même couleur? C'est pas le sujet et c'est pas le débat. Donc Ok. quand Je ne Alexis retrouve pas immédiatement je la n'ai pas source. fini. Quand Alexis vous Oui, allez-y. demande d'où ça vient, bah, soit vous savez d'où ça vient et si vous avez besoin de 5 minutes pour retrouver la source parce que c'est dans vos notes, on vous laisse 5 minutes, c'est pas un problème. Mais Je de ne retrouve pas la répondre: source. «Non, mais vous ne savez pas, il y a pas de honte à pas savoir», c'est à la limite de l'insulte et c'est vous qui Ah oui? Ah, avez désolé. Ça, c'est une insulte. Non, pour moi, c'est pas de l'insulte, c'est juste. Même moi non plus, je ne sais pas tout. mais vous affirmez des choses. Des- Voilà, oui, j'affirme des choses. Et quand mon interlocuteur me dit quelque chose, si je lui pose une question, c'est parce que je ne suis pas au courant. Assez souvent. Donc, si mon interlocuteur me dit vous le savez pas, oui, si je te pose la question, c'est parce que je ne sais pas. Enfin, bref. D'accord. Moi, ce que C'est la moi, question, c'est que je la vous source. redonne la parole. Voilà. Quelle est la source qui vous permet de dire que le bleu, le vert et le noir sont considérés comme la même couleur à l'époque de l'Égypte antique? Ok. Je recherche cette source et d'ici, dès que je l'ai, je vous la donne. Dans quelques minutes, je vous la donne. Je fais la recherche. Alors, j'ai une autre question, toujours en En plus, suivant. c'est. Bon, allez-y. Vous nous expliquez que les populations perses, autres, ont chassé les Égyptiens noirs d'Afrique. Alors, deux questions là-dessus. Où ils sont, quelle source vous pouvez de dire ça? Quelle source vous permet de dire que les populations ont été chassées? Et la deuxième élément, c'est s'ils ont été chassés, pourquoi il n'y a pas de traces de ces migrations? Il y a pas de traces de ces migrations? D'accord. Non, il n'y a pas de traces de ces migrations. D'accord. On n'a pas entre. Vous parlez de l'époque perse, hein, notamment, c'est-à-dire l'invasion par Cambyse de l'Égypte entre 531 et 525. Euh, c'est une époque qui est bien documentée par plein d'éléments. On n'a pas de traces de déplacement de population et de perte de population à l'époque de l'occupation de l'Égypte par les Perses, donc à cette époque-là. OK. Donc en gros, la question c'est, qu'est-ce qui vous prouve que les populations qui sont là actuellement n'ont pas toujours été là? Pourquoi il y aurait eu donc qu'est-ce qui vous prouve qu'il y aurait eu des personnes chassées, des migrations? Voilà. OK, très bien, très bien. J'ai compris la question.
Alors, en prenant une carte du monde, une carte de l'ensoleillement du monde, et de la couleur de la peau en fonction du rayonnement UV, on peut savoir en gros, quelle population se trouvait à quel endroit avant les grands déplacements et après l'apparition, des populations leucodermes. En gros, avant l'apparition des populations leucodermes, donc avant, en gros 8 000 ans avant Jésus-Christ, tout le monde sur terre était noir. Avant 8 000 ans avant Jésus-Christ. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui ou non? Je veux juste une réponse simple, en oui ou non? Alors oui, les populations étaient faussées de peau. Alors noir, je pourrais pas te dire, je connais pas les taux de mélanine, mais à peu près au fil du nez Pardon, avant notre ère. excusez-moi, c'est mon fils. La moquerie n'est pas vous savez que la moquerie n'est pas un argument, hein, en termes en scientifique, mais c'est pas grave. Mais oui, des populations, avant 9 000, 8 000 avant notre ère, ont une peau sombre. Alors, noire, encore une fois, puisque vous faites une différence entre mélanésien, dravidien et noir d'Afrique, je ne pourrais pas vous dire de quelle couleur exactement ils sont, mais on est d'accord là-dessus. Non, on est d'accord qu'il serait plus de la couleur des Chacantadiop que de votre couleur, des populations à 8 000 ans avant Jésus-Christ, sur la terre. Toutes les populations sur la terre, en 8 000 ans avant Jésus-Christ, étaient plus de la couleur de Chacantadiop. Je vous ai dit couleur sombre, j'ai donné la réponse. D'accord, donc couleur de Chacantadiop. On est d'accord, je suis d'accord avec vous, je comprends votre réponse. J'ai parlé sombre, j'ai pas dit la couleur de chez Candidium, ne me faites pas dire Ah ce que je n'ai d'accord, pas dit. donc sombre, c'est-à-dire couleur, italien, c'est-à-dire des Italiens du nord de l'Europe. Je vous ai donné les définitions, mélanésien, dravidien, équivalent. Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et là, je J'ai dit parle une de couleur la sombre, donc une peau sombre, c'est une peau qui est plus proche du noir, mais je ne sais pas si elle est marron foncé ou si elle est noir noir, je ne peux pas vous le dire. Bon, mais allez-y, heu terminez votre point. On aimerait faire du simple, que mon fils puisse comprendre. Donc en gros, les populations qui étaient sur terre en 8 000 avant Jésus-Christ, est-ce qu'elles étaient de la couleur de, alors quelle personne on peut prendre? De Marie Curie ou alors Non, mais de la vous avez très bien compris ma réponse, alors vous tournez autour du pot. Allez, terminez votre point sur les questions mais d'ensoleillement et des j'aimerais s'entendre être précis, j'aimerais entendre une réponse J'ai précise. été très précis. La couleur de peu des populations dans le monde avant 8 000 avant notre ère est une couleur sombre. Donc, c'est pas la couleur blanche, c'est pas la couleur blanche, mais je ne sais pas si c'est noir comme un mélanésien, un dravidien ou un africain. Je vous ai répondu là-dessus. Tous ceux que vous avez cités sont noirs de peau. Tous ceux que vous avez cités sont noirs de peau. Bah, c'est vous-même C'est-à-dire qui avez que fait une si différence. si l'un d'eux se promène à New York ou à Paris, il a beaucoup plus de chances de se faire arrêter que vous. Voilà, c'est très simple. Ça n'a rien à voir, hein. Là, vous sortez du sujet, ça n'a rien à Ah voir. d'accord, Mais d'accord, donc vous faites la différence entre est-ce que vous êtes capable, quand vous voyez un Dravidien, un Mélanésien ou un Éthiopien, pour utiliser trois populations différentes, de faire la différence ou pas? je fais la différence avec la peau de Marie Curie. Oui, je fais la différence, entre Bon, la OK, couleur très de bien. leur Bon, peau et la peau de Marie Curie. Voilà. vous tournez autour du pot, c'est pas grave, terminez Ah non, je ne votre tourne pas point. autour du pot, mais excusez-moi, monsieur qui conduit les débats, est-ce que je peux vous poser une question à vous alors? Ah bah, moi, je ne suis pas là pour débattre, mais si c'est la même D'accord, bon question vas-y. que alors non, mais C'est pas la alors, peine. monsieur Camara, si vous posez une question, laissez-moi juste répondre, par contre. Vous me posez la question, je vous réponds. Merci. Je fais un point timing, vous avez parlé 33 minutes, Alexis a parlé 16 minutes. Vous pouvez me poser une question, si c'est la même que celle que vous venez de poser à Alexis, je vais avoir la même réponse et moi, je n'ai pas la réponse à votre question. D'accord. Donc ma question Une population en -8000 qui serait au nord de la Chine actuelle, je ne sais pas si elle est bronzée. en -8 000 sur toute la surface de la terre, il n'y avait que des populations noires. En -8 000. Source. Le gène le Vous D'accord, le affirmez gène quelque de chose, moi je veux une source. Mais attendez, avant de changer de sujet, on va revenir sur la source des couleurs. Vous nous avez dit tout à l'heure, le bleu, le vert, le noir, c'est la même couleur. Moi, j'attends la source de ça. alors la source, ce sont les études de William Gladstone. Je vous donnerai plus précisément le nom de l'étude dans laquelle il le dit, mais c'est William Gladstone. Je vous donnerai bien sûr, plus de précisions avant qu'on finisse ce débat sur, Non, le je nom vais aller le chercher et nom vous pouvez continuer à échanger avec Alex. OK, très bien. William Gladstone, mort en 1898, c'est le même? Oui?
Mort en Sa mort 1890? sa mort ne change rien sa mort ne change rien au fait qu'il puisse, connaître, et donner son avis sur la connaissance par les peuples qui nous ont précédés des couleurs et du fait qu'on soit limité, enfin qu'ils soient limités dans leur vocabulaire par rapport aux couleurs et que le vert, le bleu et cetera, le vert, le bleu et le noir On y soient, viendra alors, on y désignés viendra. par les mêmes couleurs. Allez-y. Non, non, Je vous entends pas. oui, très bien, vous étiez vous étiez en train d'expliquer la question des qu'on pouvait repérer les mouvements de population à travers l'ensoleillement. J'attends votre fin là-dessus. Mmh, ce n'est pas vraiment ce que je disais. Je disais donc que, que par rapport à l'ensoleillement et par rapport au rayonnement UV, donc l'ensoleillement de la Terre, on pouvait savoir les couleurs de peau et qu'avant 8000 avant Jésus-Christ, toutes les populations de la planète avaient une couleur de peau noire, qu'ils soient dravidiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient sur la planète, leur peau était de couleur noire. Bon, ma question au départ était: comment vous pouvez démontrer que les populations égyptiennes ont été chassées au 1er millénaire avant notre ère et ont quitté l'Égypte et se sont installées plus au sud? C'est ça, ma question au départ. Alors, historiographie, des populations, musulmanes, qui sont arrivées, vers 540 de mémoire dans 640. Mais 640. avant, moi je suis au Vous 1er avez millénaire raison, avant je notre répète, ère. je suis un D'accord, technicien de maintenance, d'accord. donc Mais moi, je vérifie aussi bien les dates. ma question, elle portait non pas sur l'arrivée, des populations, musulmanes, on pourrait revenir dessus, mais c'est pas ça le sujet, c'est avant. C'est, quand les Assyriens, 722 avant notre ère, ou les Perses, 531 avant notre ère arrivent, est-ce qu'ils chassent les populations noires ou pas? La réponse est oui Preuve? et la Alors, réponse quelle source? Quelle source? Quelle source vous pouvez le dire? alors ma source, ce sont les représentations dans, par exemple, le tombeau de Ramsès III des différentes populations et ces différentes populations sont représentées avec leur couleur de peau, heu ces différentes populations, donc qui sont en Afrique, sont représentées avec couleur de peau noire et les envahisseurs sont représentés avec une couleur de peau blanche. Asiatiques et européens sont représentés avec une couleur de peau blanche. De plus, dans le livre des morts, on montre justement le livre des Mordigans, leur, sort et leur, origine différente. Alors, vous nous parlez là du livre des portes. Alors, celui de Ramsès III, mais il y a aussi celui Séti Ier. Et dans ces livres des portes, qui sont effectivement des apparitions du Nouvel Empire, et qui sont rajoutées dans les tombes, eh bien, les Égyptiens sont montrés justement en cuivré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les Nubiens et les habitants du pays de l'Éthiopie, donc Punt et Couche, sont présentés noirs. Les Libyens sont présentés blancs. Les Levantins sont présentés blancs. Et les Kémious, c'est-à-dire les Crétois, sont présentés blancs. Mais les Égyptiens eux-mêmes ne se représentent pas noirs. Ils se représentent encore une fois cuivrés. Donc, ce que vous dites n'est pas un argument qui montre que les populations que les populations noires d'Égypte ont été chassées par l'arrivée. D'autant que vous nous parlez de ces livres des portes qui datent de la fin du Nouvel Empire. Moi, je vous parle d'un peu après. Alors, le plus proche qu'on est du prédynastique, le plus sûr qu'on est de parler de la population d'origine. Donc moi, je parle pas d'après, je parle toujours d'avant. Maintenant, je vous invite, à regarder donc effectivement l'intérieur de la tombe de Ramsès III, pour constater les couleurs de peau. On vient d'en parler. On vient d'en parler. Moi-même qui suis noir de peau, je suis noir, hein, de peau, lorsque, ou même mon fils qui est noir aussi de peau, si je lui donne des crayons de couleur pour se dessiner, dans le lot de crayons de couleur, il utilisera très certainement le marron et pas le noir. De même, pour vous, lorsque vous aurez à vous dessiner, si, il existait des crayons de couleur, blancs, je ne pense pas que vous auriez utilisé un crayon de couleur blanc, mais plus un ton, appelé par vous, je dis bien, chair. Voilà. Bon, ça c'est pas un argument scientifique, que c'est pas un argument scientifique. Exactement, c'est pas un Alors, argument attends, scientifique. vous Moi, nous je faites dis que ce sont 30 représentés en noir. sinon je termine.
15 secondes, je termine. Vous prenez les livres des portes, vous parlez des livres des portes, vous nous dites: «Les Égyptiens se définissent, les couleurs des différents peuples, des envahisseurs». Alors c'est pas les envahisseurs, c'est justement plutôt les conquis, hein, parce que les livres des portes montrent comment les souverains de cette époque-là, Ramsès III en particulier, ont réussi à conquérir d'autres peuples. Eh bien, encore une fois, dans ces livres des portes, qu'on retrouve dans les tombes du Nouvel Empire, les Égyptiens se représentent en couleur, ocre-rouge, hein. On reviendra sur les questions de Gladstone et des couleurs parce que bon, c'est un autre problème. Et les populations qui sont au sud de la première cataracte, donc les Nubiens et les Éthiopiens, sont représentés en noir. Donc il y a une différence très claire de couleur entre les deux, et les tons les plus noirs sont pour les populations qui sont en dehors de l'Égypte. Et plus au nord, les Libyens, les Lévantins et les Crétois sont représentés en blanc. Donc, dans ces livres des portes, les Égyptiens ne se représentent pas en noir. Alors, c'est tout à fait normal puisque un Nubien est beaucoup plus noir qu'un Ougandais. Un Nubien est beaucoup plus noir qu'un Ougandais. Ils sont noirs au point qu'on parle d'hommes bleus, d'ailleurs. Oui, sauf que les Égyptiens ne sont pas des Ougandais. Pardon, allez-y. Comment? Les Égyptiens ne sont pas des Ougandais. Les Égyptiens Les, sont pas les noirs. les Ougandais se représentent de la même couleur que mon fils va se représenter, c'est-à-dire avec le stylo marron, comme les Égyptiens se représentent avec le stylo Non, on marron. parle d'ocre rouge, on parle pas de marron. On parle d'ocre rouge, de marron, et votre... Si, si, c'est l'ocre rouge. Non, c'est l'ocre rouge. Mais qui, vous dites on, mais qui parle le peau rouge? Ça vient d'où ce peau rouge? Les eurocentristes? J'ai pas parlé de peau rouge, j'ai dit que les Égyptiens se représentaient en ocre rouge. C'est pas la même Les chose. Égyptiens abouraient le rouge. Ils abouraient le rouge. Abouraient. Zabouraient le rouge. Donc, en aucun cas, ils se nomment eux-mêmes les peuples, la civilisation noire. Comment on peut nommer ces grands dieux en mettant l'épithète noir avant et pas épithète rouge comme vous vous parlez du rouge là. Soyons raisonnables. Alors, quelle source? Dans Le quelle rouge. source? Non, mais soyons sérieux. Alors, monsieur Camara, dans quelle source les Égyptiens se nomment le peuple noir? A. B, vous nous avez dit tout à l'heure que les dieux égyptiens étaient précédés par le terme noir. J'aimerais bien voir cet élément-là. D'où vous sortez ça? De quel élément? De quel élément vous le sortez? Et troisième élément, encore une fois, quand vous regardez le livre des portes, la couleur, je n'ai pas parlé de rouge, j'ai parlé de ocre rouge, hein, c'est Oui, une couleur ocre rouge. Vous jouez spécifique. sur le Bon, mot là c'est pas encore. la même chose, hein, voilà. Vous jouez Et sur le donc, mot. Vous jouez sur la le mot manière. un peu pour Non, c'est chercher pas dans moi qui dis la sur le mot, j'ai sud-ouest, utilisé le terme ocre comme vous rouge. l'avez fait auparavant. Non, non, je ne suis pas sur les mots, je utilise le terme de croc rouge. Et encore une fois, quand on regarde les livres des portes, la manière dont les Égyptiens se représentent n'est pas le noir. Le noir est utilisé pour d'autres groupes de population qui sont plus au sud. Donc, je voudrais que vous me donniez la source qui vous permet de dire que les Égyptiens s'appelaient le peuple noir, et la source qui vous permet de dire que les dieux avaient comme épithète avant leur domination le terme noir. Ok. Alors, Kemet signifie la noire. Lorsque Kemet est représenté avec un cercle avec une croix au milieu, on parle de la cité, donc de la civilisation. Donc, Kemet avec le cercle noir signifie la civilisation noire, la terre noire, la ville noire, le peuple noir, et non la boue noire, comme certains voudraient le dire, ou le limon. Lorsque Kemet est représenté avec le signe de l'homme et la femme, Kemet signifie la population noire. Le mot utilisé par les anciens égyptiens pour dire noir est Kemet. Très bien, parfait. À quel moment les Égyptiens écrivent hommes, nous sommes les hommes Kémet? À quel moment, dans quelle source les Égyptiens se désignent comme ça? On est les hommes Kémet. Donc, en gros, à quel moment on Non, retrouve dans dans quelle source? l'écriture Quel Kemet? texte? Quel texte permet de vous dire que les Égyptiens se désignent comme les hommes Kémet? Alors, il me faudrait fouiller, hein. Je n'ai pas le texte sous la main, mais il me faut absolument fouiller. En tout cas, vous savez que Kemet est représenté avec le signe de la ville, le cercle et la croix au milieu. Ça, vous l'avez déjà vu. Vous en avez déjà entendu parler, vous le savez. Je vais vérifier le hiéroglyphe, je ne l'ai pas en tête. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, recherche. Après, je peux vous laisser quelques instants pour chercher chacun de votre côté, il y a pas de souci, hein, si vous avez besoin. Est-ce que vous voulez ça tous les deux? Je vous laisse,
vous laisse Non, 5 non, c'est bon, minutes j'ai trouvé. pour chercher de votre J'ai côté. trouvé, c'est un hiéroglyphe composite, hein, donc il n'y a pas que la vie dedans, c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, on peut le trouver, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est C'est pas parce qu'il y a composite. oui, oui, c'est composite. Oui, c'est composite. Il y a plusieurs manières de le présenter. De temps en temps, il y a le plan de la ville, de temps en temps, il y a pas, donc c'est pas un élément obligatoire et bon, ça veut dire sombre et noir, on est tout à fait d'accord, hein, là-dessus, hein. Ah, Heu, d'accord. mais maintenant, j'aimerais savoir où est-ce que vous trouvez la désignation de Homme Kemet chez les Égyptiens? Je n'ai jamais parlé d'homme Kemet. Par contre, comme Si, vous vous l'avez avez dit dit, que vous avez dit que les Égyptiens se désignaient comme Homme Kemet. Donc maintenant, je voudrais la source. j'ai dit que Kemet peut s'écrire soit avec le signe de la ville, donc le cercle avec la croix, soit avec le signe, de la population avec l'homme et la femme. En d'autres termes, les populations noires. Noires, Alors non, noires. Kemet ne s'écrit Kemet jamais avec le si signifie noir. non, Kemet ne s'écrit jamais avec l'homme ou la femme, hein. Il s'écrit Vous avez avec dit jamais, le vous avez bien dit jamais. Je vous laisse le temps de rechercher. alors je Dites-moi si regarde, je me suis simplement peut-être vous dire trompé, que vous l'avez pas mais moi ce entendu. que j'ai comme, Pas moi confus, ce que si je ça plaisir. bon, moi ce que j'ai, c'est que Kemet est présenté avec, heu, la peau de crocodile, le pain et parfois le plan de la ville. Voilà. J'ai pas trouvé de désignation avec l'homme, mais peut-être que je vais trouver un autre Je endroit. vous laisse quelques minutes pour chercher avec l'homme et la femme et en parallèle, je fais pareil. Je fais pareil. Je tape rapidement puisque je l'ai pas sur mon PC. Donc je tape rapidement pour retrouver et une fois que je trouve, je vous donne la source. Ouais, pas de souci. Bah, je vous laisse chercher, tous les 2 de votre côté. On prend quelques minutes pour souffler. Ces dernières minutes, vous vous coupez beaucoup la parole l'un et l'autre, vous parlez en même temps. Ça arrive parce que le débat s'enflamme. J'en veux à Ah ben, je vais essayer personne. d'être plus calme, hein. Voilà, Alexis, merci de faire attention. Oui, faut Je mute personne. Voilà, je vous laisse parce que la discussion, même si elle est un peu animée, vous avez oui, besoin c'est vif. d'échanger. Donc il y a pas de souci. Oui, c'est vif et je le comprends, ça, il y a pas de souci. Heu, je vois dans le chat, il y a quelques personnes qui parlent. Heu, Lango Ouais, souverain, ils veulent s'approprier l'histoire des autres. qui donc? Je sais pas. Il y a, quelqu'un qui disait ça, Non, non, mais c'est pas Laurent grave, non, mais Diel. ça, on s'en fout. Enfin, s'il y a des gens dans le chat qui veulent venir débattre, eh ben, on pourra refaire une session pour avoir un échange plus construit que devoir attendre d'envoyer des messages. Je veux juste répondre à Larango Souverain qui dit: «Le témoignage d'Hérodote est suffisant». Dans Hérodote, ça parle, des Éthiopiens qui seraient égyptiens, d'après les Éthiopiens eux-mêmes. Donc si on accepte le témoignage d'Hérodote, bah, on accepte tout et n'importe quoi. Puisque, on accorde le droit à une population de dire: «Telle population est originaire de nous, d'après nous». Donc c'est un raisonnement circulaire, standard et c'est pour ça que, le témoignage d'Hérodote, bah, c'est bien parce qu'il indique la source. La source, c'est les Éthiopiens eux-mêmes, donc ça vaut pas grand-chose et surtout là, ça va contre les les faits scientifiques que l'on peut croiser, au détour des différentes études. Je fais un petit point sur le timing. Monsieur Camara, vous avez parlé 38 minutes à peu près. Alexis, tu as parlé à peu près 22 minutes. Heu, c'est pas trop grave si le temps de parole est pas, tout à fait équitable, mais je vois que ça joue principalement à la présentation où Alexis, tu t'es pas présenté. Tu pas rappelé ton CV et autres, ce que monsieur Camara a fait et donc ça a créé un petit gap aussi, sur ce point-là. Mais c'est pas un souci. On n'est pas, on n'est pas en débat présidentiel, donc si vous avez pas exactement le même temps de parole, c'est pas la mort et en tout cas, moi, ça ne me choque pas, si Alexis, ça te dérange pas d'avoir un peu moins de temps de parole, qu'il y a personne qui est offensé de parler un peu moins que l'autre. C'est, Non, non, tout va bien, on verra, on verra. Moi, je veux bien qu'il puisse, justement profiter de ce temps de parole, pour développer ses arguments. Je veux que ça soit équilibré, hein, il y a pas de souci, ça peut être équilibré, il faut que ça soit Alors, ça sera équilibré, il y a pas de souci. Le seul problème pour le moment, c'est qu'il y a quelques questions qui restent en suspens. Je ne sais pas si Alexis les reposera plus tard ou si, parce que c'est pas moi qui suis là pour débattre, mais il y a 2-3 enfin, il y a notamment la question sur Gladstone et la couleur bleue. Parce que moi, de ce que je me souviens de mes quelques
de mes quelques années d'études en histoire, c'est que Gladstone a surtout, identifié le fait que le bleu n'existait pas dans l'Iliade ou l'Odyssée, un des 2, enfin dans les écrits d'Homère, mais je crois pas que Gladstone ait quoi que ce soit à voir avec, les études en Égypte antique. Donc Très clairement. Très clairement, Gladstone n'a pas du tout travaillé sur l'Égypte antique, c'est pas du tout son domaine et d'abord c'est, et alors je disais c'est ancien, oui, Gladstone il est mort en 1898, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, depuis sur les études sur les notamment sur les couleurs, sur les travaux de couleurs. Quand vous dites que les Égyptiens détestaient le rouge, c'est de tester pourquoi ils ont des bijoux rouges. C'est assez étonnant. Heu, Quant aux couleurs utilisées à la même époque, par exemple, j'utilise le terme de cuivré et j'utilise ce terme à dessein parce que c'est le terme donné notamment, par les Romains. Ils utilisent le terme de aénobar qui veut dire, heu, le airain, hein, la traduction directe, c'est airain et c'est cette couleur, bronze, qui est utilisée. C'est la couleur que les Égyptiens utilisent eux-mêmes dans leur définition. Je reviens sur votre élément sur ce Kemet, avec un homme et des femmes. En fait, je pense que vous faites allusion au terme Kemetu, qui est un terme tardif, c'est un terme de l'époque ptolémique, hein, dans lequel effectivement on trouve une personne à côté, et qui est traduit en général en égyptologie par les habitants du pays noir. Et c'est pour ça que, en général, l'utilisation que les égyptologues font du terme de Kemet ne désigne pas la couleur de peau, et là, il y a une très, très bonne étude dont je vous ai envoyé les références, là-dessus, mais désigne bien, l'appartenance à, la terre noire, celle, qui est liée, au limon. Et je vous l'ai mise, dans la bibliographie. Il y a une étude sur l'ethnicité, dans le monde égyptien, hein, qui montre bien qu'effectivement, le noir est, le terme de Kemet n'est pas associé à la couleur de peau elle-même, mais est d'abord associé à la couleur de la terre et la fertilisation et à notamment, au fait que cette terre fertile, eh bien, c'est la source de la vie. Hem, alors, vous avez, parlé du terme noir qui s'appliquerait à la terre noire. À quel endroit voyez-vous le déterminatif de la terre dans le sens, la terre sur laquelle on marche, ou alors la boue, ou alors le sol, ou alors la terre arable? Dans quel, où le signe apparaît? À quel moment le signe apparaît dans Kemet? Puisque le signe qui apparaît est soit la ville, dans le sens la cité des noirs, ou l'homme et la femme, dans le sens les populations noires. Donc à quel moment vous voyez Non, le non, déterminatif de la terre? c'est dans un terme plus complet, hein, qui associe Kemet à un autre hiéroglyphe, qui est le hiéroglyphe de la terre. Voilà, c'est terre noire. Voilà. D'accord, Et bah, il vous n'y a pouvez me donner pas la de, source? il Vous n'y pouvez me a, donner la source? oui, c'est les travaux c'est dans Dastan Agiptan de Hanning, et c'est page 883. Voilà, et c'est lui qui donne les travaux, hein, sur la Terre, et c'est lui qui montre que le terme de Kemet, est d'abord associé à la Terre, est d'abord associé, au pays lui-même et pas à la population. Voilà, Donc il fait une association, c'est-à-dire que nulle part vous confirmez que le déterminatif, de la terre dans le sens même n'apparaît avec Kemet. Ça n'apparaît jamais. Donc en gros, il l'extrapole. C'est une Non, non, il extrapolation, extrapole pas du donc tout. Il une extrapole pas du tout. extrapolation qu'on peut Non, il comprendre pour extrapole un pas du tout. eurocentriste et Non, compatibiliste. alors non, c'est pas ça, il n'extrapole pas du tout. Il fait des traductions, avec le terme Kemet, et il montre que le terme de Kemet, qui veut dire noir, n'est pas associé à la population, mais est associé au pays. Voilà, et regardez Hanning, page 883, et vous lirez, et arrêtez d'envoyer chaque fois que quelqu'un est contre vous l'accusation d'européocentriste, parce que j'ai très clairement fait au début de mon intervention un élément en montrant que la manière dont on travaille en histoire aujourd'hui n'est plus du tout européocentriste, que c'est quelque chose que les Européens eux-mêmes rejettent et remettent de côté. Donc vous faites une accusation généralisée sur tous les historiens. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils sont européocentristes. Le problème, c'est que c'est plus le cas.
hein. Le travail des historiens aujourd'hui est justement de sortir de cette position, ce positionnement-là, hein, et de ne pas avoir cette vision, notamment quand on fait de l'histoire ancienne, parce que c'est très difficile quand on fait de l'histoire ancienne ou médiévale, d'avoir une position purement européocentrée. Donc ça, c'est une accusation ad hominem qui n'a aucun sens. Voilà. Donc regardez les travaux de Rainer Hannig, hein, le titre du livre, c'est Sprache der Pharaonen. Voilà, c'est un gros travail d'égyptologie, pardon, sur la langue égyptienne, et vous allez retrouver toutes ces définitions. Et c'est assez récent, je suis devenu là. Alors, en gros, mon fils pourrait comprendre que toutes mes sources, j'utiliserai que des sources en fonction de leur couleur de peau. Ce n'est pas J'ai le pas dit cas. ça. Je ne vous ai. Non, je parle de Est-ce mon que, fils, pas vous, mon fils. ben, Donc, est-ce que je votre parle de fils mon est là pour fils. discuter? Est-ce que Allez-y, votre fils est là pour je vous discuter? en prie, allez-y. Alors, Est-ce que attends, votre fils est attends, là pour discuter? Alexis, s'il te plaît, on va redescendre un petit peu. Le fils de monsieur Camara est beaucoup trop jeune pour discuter, il a 5 ans, il n'a pas l'âge de Ah oui, comprendre. non, il va pas discuter. Voilà, non, En non, tout mais cas, non, toutes les sources que je vous ai fournies sont uniquement des sources européennes, donc de personnes blanches. Je n'ai fourni Mais est-ce que j'ai dit le aucune contraire? source noire. Est-ce que j'ai dit le contraire? Est-ce que j'ai dit le contraire? Où est-ce que j'ai dit le contraire? Ben, vous venez de dire que si jamais un chercheur qui serait blanc dirait quelque chose, que je pourrais dire le Non, contraire. Dans le cas où il n'y a pas le déterminatif de la Terre, oui, je dis le contraire. S'il n'y a pas le déterminatif de la Terre, si on fait une construction, effectivement, une construction, c'est en gros, il pourrait aussi parler des extraterrestres sans qu'à y faire. Avec c'est pas ce que j'ai dit. extraterrestres, on serait Je- arrivé. Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur Camara. Ce que j'ai dit, c'est que vous utilisez comme argument chaque fois que l'on vous met un contre-argument que c'est utilisé par un européocentriste. Et je vous ai dit en début d'intervention que justement, la manière dont on travaille et dont on travaille en histoire aujourd'hui, c'est plus celle sur laquelle on faisait dans les années 20, ni dans les années 30, et que justement, on est sorti de l'européocentrisme. Qu'il y a des travaux qui date des années 70 essentiellement, 60-70 essentiellement, pour faire sortir les Européens de leur position justement culturellement centrée. Et c'est ces travaux-là que j'utilise. J'ai pas dit que vous utilisez le contraire. Donc ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Du coup, je vais quand même citer la source pour la couleur bleue. Alors, il s'agit de Madame Debbie Robertson, de Monsieur Jules Davidoff et de Monsieur Ian R.L. Davis, ainsi que de Madame Laura R. Shapiro. Alors, le titre de l'étude est Color Category. Non, Color Caté. Alors, attendez. Color Categories and Category Acquisition in Imba and English. Donc en gros, pour faire simple, pour que mon fils comprenne bien, c'est une étude qui porte en fait sur, l'observation de, l'acquisition des couleurs par les populations Inbar, par rapport à l'anglais. Donc on observe ces populations Inbar, qui sont des populations d'Afrique, ont, la même acquisition des couleurs que les populations, d'Angleterre. On observe donc en gros qu'ils aient, on observe la façon à laquelle ils dénomment leur environnement et les couleurs de leur environnement. Et dans cette étude, on découvre que le vert, le bleu et le noir sont une seule et même couleur pour ces populations. Tout comme dans le passé, le bleu, Non. entre guillemets, n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas dans la littérature, même dans la littérature d'Homère, même si effectivement ça date d'il y a très longtemps. Ça date d'il y a longtemps, mais on ne le retrouve pas. Voilà. Alors, cette étude, très bien, mais elle parle des populations Himba, elle ne parle pas des Oui. populations égyptiennes à la même époque. Laissez-moi terminer. Ce sont les populations africaines, ce sont les populations africaines et Zinta, D'accord, et sur tout cas, sur d'accord. la Terre, dans la même époque, on ne parlait pas de bleu. Le bleu n'existait pas. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on parle pour des bijoux égyptiens de bleu égyptien? C'est une catégorie particulière. Bah, Pourquoi parle-t-on de c'est bleu? justement quelque chose de récent, de nouveau. La nomination Itiru, qui signifie bleu, c'est quelque chose de nouveau. C'est parce que justement, ils ont su entre guillemets, le, j'ai pas les bons mots, mais en
gros, le synthétisé de la pierre, pas c'est pas les bons mots. Non, en gros, ça n'existait pas. Le mot bleu, il voyait le bleu, mais il ne le nommait pas bleu. C'était du noir, hein, du Ah bon? strictement noir. Alors, Voilà. dans ce cas-là, je reprends ma question. Pourquoi on retrouve très précisément dans des bijoux anciens égyptiens des bijoux bleus différenciés des bijoux noirs? Bah, justement parce que en fait, vos yeux vous permettent de voir du bleu et du noir et d'apprécier les 2 couleurs, mais dans votre langage, dans votre tête, vous avez le même nom pour elles. C'est pour le vert, le bleu et le noir, vous aurez le même nom à l'époque. Je ne parle pas d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, bien sûr, vous utilisez beaucoup de mots Bordeaux, Parme que sais-je. Les femmes, connaissent, le nom des couleurs. Moi, je ne connais pas, je connais que les couleurs de base et à l'époque, ils connaissaient que les couleurs de base. Le noir, le vert et le bleu étaient une seule et même couleur. Le problème, c'est qu'il y a c'est que les Égyptiens, ils utilisent un terme pour le bleu, hein. Oui, ils ont Allez. synthétisé le bleu, Non, c'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Les Égyptiens ont un mot pour le bleu. alors, les Égyptiens ont un mot pour le bleu parce ils ont je vais pas dire synthétisé, mais ils ont utilisé du bleu, mais le bleu qu'ils ont utilisé, c'était pour se représenter eux et je vous disais que les populations du Soudan, on pouvait les appeler noirs et on pouvait dire aussi des hommes bleus parce que leur couleur de peau était très, 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 très noire et Eh les ben non, les eh beh, non, divinités. je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que le problème, c'est que, le bleu n'est pas utilisé pour représenter une population, il est utilisé pour des bijoux, Non, il hein utilisait des et divinités. Il est utilisé pour le dieu Mine, tout comme le vert est aussi utilisé pour une d'accord. divinité. Il est aussi utilisé pour des bijoux dès la 4e dynastie. Et donc on retrouve ces bijoux, allez faire un tour au Louvre, vous verrez des très beaux bijoux et ils ont notamment une technique particulière, qui est qu'on appelle la frite égyptienne, hein, qui date également de l'Ancien Empire. Donc le bleu n'est pas une couleur qui détermine la peau chez les Égyptiens. Alors le dieu Mine, oui, c'est un dieu particulier, mais quand vous regardez, des peintures, des fresques, égyptiennes, les Égyptiens ne se représentent pas en bleu. Ils se représentent encore une fois en ochre rouge. Donc c'est pas fonctionnel et ils ont une couleur pour le bleu qui est différente du noir, parce que c'est Kémet pour le noir, mais c'est pas Kémet pour le bleu, hein, c'est pas le même terme, hein. Vous dites que c'est Kémet utilisé pour le terme noir, très bien. Bleu, c'est pas Kémet et encore une fois, le bleu est une couleur qui plaît beaucoup, d'ailleurs, à la fois en Égypte et dans le monde mésopotamien pour des raisons différentes, hein, et qui est parfaitement utilisé et qui est parfaitement désigné et qui n'est pas une couleur de peau mise en avant. Donc effectivement, il se représentait en marron, hein. Il se représentait en marron, mais il se représentait aussi en bleu et en vert. Vous l'avez dit, Ah, en vert, alors, les divinités. en vert, on est d'accord, c'est la couleur de la résurrection, c'est que d'Osiris. Ça, en vert, on est d'accord. C'est la couleur de la peau, parce que ça fait partie du Non, thème groupe. Le bleu, non, bien sûr, non, le non, bleu non, 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 n'existe non, pas. non, mais non, vous me dites le bleu, le vert, le noir font partie du même groupe. Le problème, c'est que il y a 3 termes différents d'égyptiens pour définir ces 3 couleurs-là. Donc c'est plus le même groupe. Kémet, c'est pour noir. Et il y a 2 autres termes que je suis en train de rechercher pour bleu et pour vert. Quant au vert, c'est une couleur qui est bien connue effectivement, c'est le vert osirien, qui représente les gens, après leur résurrection ou dans lequel on dessine, Osiris et il est aussi différencié du bleu. C'est pas le même. Les gens justement qui sont sortis du royaume des morts, ils sont pas représentés en bleu, ils sont représentés en vert ou parfois en noir. Mais c'est pas la même couleur, c'est des couleurs qui sont différentes et cette couleur bleue, encore une fois, c'est une couleur qui est spécifique, qui est particulière, qui est très appréciée et qui est utilisée également pour des bijoux. Alors, vous reprenez notamment les bijoux retrouvés dans la tombe de Toutankhamon, c'est un peu tardif, hein, c'est le Nouvel Empire, hein, mais on en a des plus anciens, hein. Il y a du bleu et il est très différencié du noir. Il n'y a jamais donc de blanc, ni de couleur léventine, ni de rose pâle, ni de couleur qui pourrait être C'est pas ce que j'ai représentation. dit. On parle du bleu là, vous êtes en train de noyer le poisson en partant sur d'autres couleurs. Nous, on parle du bleu. Non, non, Vous non, nous dites, justement, j'insiste sur le vous dites fait que les que 3 couleurs c'est sont les mêmes, elles sont liées ensemble. Je vous réponds non. Ce que vous dites n'est pas exact. Les 3 couleurs ne sont pas liées ensemble, ce sont 3 couleurs différenciées. Et vous faites un lien entre le bleu comme une couleur de peau très sombre irait vers des populations d'Afrique centrale. Je vous réponds encore une fois non. Le bleu est une couleur différente, utilisée dans les bijoux et qui n'est pas considérée comme une couleur de peau, sauf
pour désigner certains dieux de manière particulière. C'est tout. Oui, c'est ça, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai effectivement dit qu'ils étaient utilisés pour certains dieux. Donc, s'ils utilisent du bleu, Pour du dieu qui est lourd pour leur dieu, c'est bien parce qu'ils considèrent que le tout fait partie du même groupe, le groupe des Noirs, et qu'ils se représentent Bah non, eux-mêmes en bah non, noir. bah non. Dans ce cas-là, la couleur bleue serait aussi désignée comme le thème kémique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'en égyptien, Absolument bon, pas, vous avez raison, ce n'est bon, pas le cas, puisque bah voilà. depuis Donc ça veut dire qu'ils sont 14, au colloque du Caire, il a été reconnu que le terme Kémet désignait bien le noir. De même, il a été reconnu, enfin, on a pu. Ok, Kémet aussi noir. Mais comment on désigne le bleu? d'accord. Comment on désigne le bleu? Comment on désigne le bleu? Quel terme utilisez-vous? De mémoire, c'est Itiru ou quelque chose comme ça, mais moi, je suis pas doctorant D'accord. en histologie. Donc vous voyez bien qu'on a pour deux couleurs différentes, deux termes différents. Donc comment, avec deux termes différents, vous pouvez considérer que ces deux couleurs font partie du même groupe? Alors, on peut dire Itiru pour nommer une matière, mais pas pour nommer la couleur. On nomme la matière, tout comme pour le Bordeaux, le vin Bordeaux, on le nomme par rapport à la localisation, l'endroit d'où ça vient. On nomme la matière. Lorsqu'on dit Itiru, c'est pas pour nommer la couleur, puisque Ah la bon? couleur, c'est du noir. Voilà. Mais non! Je vous explique Non, depuis tout c'est à du l'heure pour noir. nos bijoux. Mais non! C'est du noir, puisque Alors pourquoi? ça Alors n'a on rien à voir avec recommence, on l'étude. recommence. Je suis désolé, mais je suis obligé de recommencer. Ouais, Pourquoi redescends, les bijoux redescends. Allez-y, allez-y. Pourquoi il existe des bijoux bleus en Égypte et que ces bijoux ne sont pas désignés comme KMT? Alors, ces bijoux bleus existent parce que on a des yeux et qu'on voit les couleurs. Donc, on fait notamment des bijoux bleus. On peut en faire alors, des Dans bijoux, on ce peut cas-là, faire des bleus, des verts, des noirs, des très bien. rouges. On peut faire des bijoux de Pourquoi? toutes les couleurs. Pourquoi ces bijoux sont pas désignés comme étant noirs avec le terme KMT? Ils ne sont pas désignés comme étant noirs parce que la matière qui est utilisée est appelée itiru. Mais non, parce que la matière utilisée, elle est différente. Entre la frite et la piste lazuli, les matières sont différentes. Donc c'est pas la matière. Itiru, ça désigne bien le couleur bleue et pas la Non, ça ne matière. désigne pas la couleur, ça désigne la matière. Alors, pourquoi dans ce cas-là, il y a une différence entre la frite égyptienne bleue et le lapis lazuli bleu? Alors, Est-ce que c'est la même matière? Est-ce que c'est la même matière? matière. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez reprendre? Il y a notamment deux matières bleues utilisées par les Égyptiens. Le Oui, lapis lazuli, allez-y. ok, Oui. ce qu'on appelle la frite, le bleu égyptien ou la frite égyptienne. Est-ce que ces deux matières différentes sont appelées itiru? Euh, bah, ah, justement, non, parce que ce sont deux matières différentes. Du côté, on a D'accord. l'itiru, de l'autre côté, on a la piste lazuli. Donc itiru ne désigne pas la matière, mais bien la couleur, puisque ces deux couleurs, ces Absolument deux. pas. Bon, bah, ok, très bien. Je pense que là, vous êtes en train de vous enfermer dans un système, parce que vous n'avez pas fait la différence entre matière et couleur. Mais il se trouve que itiru, comme vous le désignez, désigne la couleur et pas une matière, et que les matières différentes, de même couleur, n'ont pas les mêmes termes. Reprenez, alors vous pouvez reprendre la référence sur les hiéroglyphes égyptiens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez reprendre la même référence, vous verrez que lapis lazuli ou frite, c'est deux termes différents pour la même couleur et pour deux matériaux différents. Voilà, deux matériaux différents. Vous le dites, ce sont deux matériaux différents. Oui, Mais pas. d'accord, mais ces matériaux Les ne s'appellent matériaux pas sont itiru tous les deux. obtenus, les matériaux sont D'accord. obtenus de façon, les matériaux sont obtenus de façon différente. Donc, Est-ce le- que ces deux matériaux. la première appellation était une appellation propre à quelque chose qui était obtenu par importation. C'était importé. Par contre, l'itiru a été produit et fabriqué par les anciens Égyptiens, d'où le nom qu'ils ont donné. Voilà. Mais le nom ne signifie pas bleu, absolument pas. Le nom ne signifie pas bleu. Aujourd'hui, le nom est associé au bleu, mais le nom ne signifiait pas bleu, puisque le bleu était compris dans la famille du vert bleu-noir, et donc était du noir. Comme la nuit noire, on parle de nuit noire, ils voyaient la nuit noire, et même si le ciel est bleu dans la journée, pour eux, c'était une variation du noir. Le bleu était une variation du noir, tout comme l'herbe verte était une variation du noir. Il n'existait ni vert ni bleu, mais du noir dans leur Et tête. dans ce cas-là, pourquoi le bleu et le vert ne s'appellent pas KMT, Kemet? Alors, parce que Kemet désigne quelque chose de brûlé. Ça désigne quelque chose de brûlé et ça désigne aussi un animal, le porc-épi.
et non le crocodile. Bon, je vous ai essayé de dire le crocodile au début, parce que c'est pas trop important. Ça désigne aussi le porc-épic, donc 2 couleurs noires. Heu, mais le bleu, c'est pas brûlé? Alors pourquoi, Le bleu, c'est enfin, pas justement, le bleu, c'est d'avriller. C'est pour ça que ça s'appelle Packet Leds, parce que ce sont des couleurs différentes et le bleu, alors, c'est des couleurs différentes? Ce sont des couleurs différentes ou c'est pas des couleurs différentes? Parce que là, si c'est des couleurs différentes, c'est pas le même groupe. Si c'est des couleurs pas différentes, c'est le même groupe. alors, hem, à travers de l'étude Color Categories and Category Acquisition in IMBA and English, on comprend que, ce sont des couleurs, vues comme étant identiques, le bleu, le vert et le Oui, noir. mais vous me parlez d'une étude qui parle pas de l'Égypte. Vous me parlez d'une étude qui parle de l'Afrique du Sud. Je veux du Pardon, de la partie de la subsaharienne. façon de laquelle les êtres humains, à une époque, Non. que nous ne connaissons pas, puisque nous voyons des choses d'une façon différente, parce qu'on les apprend d'une façon différente. On a des mots différents pour nommer les choses, mais à une époque qui nous a précédés, les mots pour nommer le vert, le bleu et le noir, n'existaient pas. Il n'existait qu'un mot qui disait noir. Le tout était dans la même famille et donc quand la nuit tombait, le ciel était noir. Quand le jour se levait, le sol était noir clair, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, bleu. Alors, Juste prendre l'étude la que parole 30 secondes, Alexis, avant que tu répondes. Dans l'étude que vous avez citée, monsieur Camara, il y a une distinction. L'étude ne dit pas que le bleu, le vert et le noir, c'est la même couleur. L'étude dit que il y a une catégorie, le bourou, le buru, je sais pas comment ça se prononce, qui est à la fois le bleu et le vert dans certains cas, et le bleu et le noir peuvent être pareils, et ça, c'est le zouzou ou le zuzu. Mais il y a pas une catégorie qui regroupe et le bleu et le noir et le vert en même temps. Donc ça, là-dessus, je peux pas vous laisser continuer à citer cette étude, de cette Ah ouais, manière-là, l'étude est invalidée? L'étude est invalidée, c'est ça? non, non, ce que vous dites sur l'étude est invalidé. L'étude, elle a peut-être raison, mais vous l'avez mal comprise. D'accord, mais je l'ai peut-être mal comprise, mais vous êtes toujours d'accord avec moi sur le fait que le bleu n'a jamais été, utilisé, le mot bleu n'a pas été utilisé, par exemple, dans l'Homère et l'Odyssée et ensuite, enfin, qu'il est apparu beaucoup plus tard. Vous êtes toujours d'accord, ça, sur le terme non, on bleu? n'est pas du tout Non. d'accord. On n'est pas du tout d'accord. Le bleu apparaît beaucoup plus tôt. On le retrouve en égyptien et en sumérien. Donc non, le bleu est une couleur qui Alors, qui qui était l'étude sur, l'Homère et l'Odyssée montre que le mot bleu n'apparaît nulle part. Et oui, mais plusieurs dans le mé études dans de montrent que d'accord, le mot bleu n'apparaît nulle part. Donc, d'accord, vous n'êtes d'accord, peut-être pas d'accord, mais les faits sont là, ce sont les faits. C'est-à-dire d'accord. l'étude des textes montre que le bleu n'existait pas et n'a jamais été désigné. Donc, vous n'êtes peut-être pas d'accord et on respecte le fait que vous ne soyez pas d'accord. Ça, vous cherchez à défendre votre point de vue et oui, d'accord, on Une respecte. question, Allez-y. qui a écrit le lycée est quand? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit et je ne sais pas quand. Je suis technicien de maintenance, je ne sais pas. D'accord. Donc, vous allez Alors peut-être me l'apprendre. Allez-y, je vous écoute. alors, c'est Homère et c'est dans le monde grec et Très bien, très bien. l'étude de Gladstone que vous citez ne parle que de l'Odyssée, mais elle ne parle pas de tout le monde antique et dans tout le monde antique, le bleu apparaît et est désigné de manière très claire. Il était Alors, désigné en égyptien, il est désigné dans les langues mésopotamiennes, dans le on le monde retrouve antique, ensuite. attendez, vous dites que dans le monde antique, le bleu est désigné? Bah oui, bien sûr. Non, 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 attendez. Vous venez de dire que dans le monde antique, le bleu est désigné de manière très claire. Bah, bien Est-ce sûr. que vous avez des exemples, des ça, c'est Ah quoi vous basez, oui, quoi? j'ai des sources et des exemples, sur l'utilisation Du mot du bleu. bleu, hein, ouais, du mot bleu, D'accord. hein. Alors, par exemple, Oui. Caryatalum, Alors ça, c'est dans quelle langue et vers quelle époque? c'est en latin, c'est en latin. C'est en latin, c'est bien ce que vous avez dit? Ouais, 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 c'est en latin, c'est D'accord. bien ce que j'ai dit, mais le latin, ça reste encore le monde antique. Oui, non, non, On est non, non, d'accord? non, mais c'est juste pour localiser la période, la zone, le moment où ça a été utilisé. Donc en gros, si c'est en latin, pour moi, ça change rien au fait, que dans le passé, le bleu, le noir et le vert étaient dans la même catégorie. Mais bon, je Non, on peut passer à vous d'autres su là, encore très une fois, différents. encore une fois, vous avez changé de sujet. Vous dites: «Il n'y a pas de l'utilisation de mot du mot bleu dans le monde antique».
Je vous réponds, c'est faux. Je vous donne le mot latin parce que c'est celui qui me vient de premier, parce que c'est une langue que je maîtrise, mais vous trouvez également le bleu en grec, et encore une fois, vous le trouvez en sumérien et vous le trouvez en égyptien. Donc il y a des termes qui désignent bien la couleur bleue. Dans le monde, dans quelle œuvre on retrouve ça? Grec et grec sumérien. Le bleu, le mot bleu, dans quelle œuvre on le retrouve? Œuvre latine, grecque ou sumérienne? Dans quelle œuvre? Alors, sumérienne, il faudrait que je cherche. Dans les œuvres latines, vous regardez chez Tite-Live, hein, par exemple, quand il parle de la mer, vous retrouvez alors je pense chez Ovide également, de mémoire, mais bon, c'est un thème qui est classique, hein, c'est un thème qu'on retrouve tout le temps. Enfin, moi, j'ai traduit des textes dans lesquels le bleu apparaît, de manière claire. En grec, c'est également le cas, effectivement, on retrouve également ce terme-là et encore une fois en sumérien. Alors, un monde que je connais plutôt bien, qui est le monde perse. Dans le monde perse, le bleu est une couleur qui apparaît et qui est désignée. Alors tous ces peuples apparaissent bien après, l'Égypte antique, après Kémet, hein. Mais bon, OK, je les en Les Sumériens aussi, vous êtes sûr? je n'ai pas parlé des Sumériens. Mais moi, j'ai pas Mais les Sumériens. mais, Moi, j'ai pas les Sumériens. dans quel texte vous m'avez dit que les Sumériens parlent de bleu? Dans quel texte les Sumériens Alors, je vais vous retrouver ça, mais de bleu, je vais vous retrouver le terme bleu en Mésopotamie, en sumérien. Je vais vous trouver ça je fais une recherche rapide, je vous dis ça. OK, je pense qu'on s'égare et je pense qu'on devrait se recentrer. On pourrait parler, par exemple, de l'ADN. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais terminer sur les couleurs puisque c'est un élément qui est assez central Allez-y, et allez-y, que vous ça m'intéresse, mélangez ça là-dessus m'intéresse. et après on passe sur les étapes. C'est pas que ça me tient à cœur, c'est que c'est une des questions sur lesquelles vous avez insisté sur le mélange des 3 couleurs et c'est quelque chose qui s'avère être inexact. Non, ce n'est pas inexact. C'est juste que vous n'avez pas la même source d'information que moi, et que vous ne prêtez pas la même forme d'attention aux informations que je vous. Mais vous n'avez merci, ça fait une attaque de minem, ça, ce que vous venez de faire, ça a aucun sens. Non, Le problème non, j'ai dit que si, 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 si. vous ne faites pas Si, si, la si. même vous ne Je fais faites pas pas la même. attention aux sources d'information, c'est l'attaque de minem. OK. Juste un petit élément. Bon, La si source si ça peut d'information si la source là vous êtes d'information que là vous avez là par donnée contre. Non, la parlez pas tous source les 2 en même temps. d'information Attends, la Alexis, source d'information que vous avez donnée, Alexis, je termine juste sur la source d'information. Oui, oui, OK, OK. on redescend 30 secondes. Vas-y, on reprend sur La source d'information que vous donnez, c'est Gladstone uniquement sur les poèmes homériques, donc ça n'a pas beaucoup de valeur et que c'est que sur le monde grec. Et c'est un article qui ne parle pas de l'Égypte ancienne. Alors, pour l'instant, vous n'avez donné aucune source d'information qui permette de dire que les 3 couleurs sont liées. là-dessus. En termes de sources et ce qu'on a pu avoir comme source, il est vrai que l'étude de Gladstone ne parle que des Grecs. Il y a différents termes pour les différents bleus en Égypte antique. Et si on va voir du côté du sumérien, sur une époque relativement voisine de l'époque de l'Égypte antique, on a plusieurs termes pour le bleu. On a aussi, des termes pour, bleu, vert, gris qui sont un petit peu mélangés, mais on a du terne, Uknu, je ne sais pas comment ça se présente non plus, qui désigne un bleu en akkadien, par exemple, et qui provient visiblement du sumérien Zagin. Alors, ça doit provenir parce que ça se ressemble en termes d'écriture, mais pas en termes de prononciation. Je ne suis pas linguiste mésopotamien. J'apporte ça. Alexis, tu pourras confirmer ou pas en fonction des infos Bon, que tu trouves. je confirme parfaitement, hein, c'est ce que dans les mondes mésopotamiens, le bleu est parfaitement défini comme étant une couleur, particulière et spécifique, différente, du noir et du vert. Je renverrai par exemple, à un article un peu ancien, de Jean-Marie Durand sur l'usage de la couleur dans le monde mésopotamien, un article de 2013, qui montre que l'usage de toutes ces couleurs-là, notamment, effectivement, la couleur des yeux, la couleur de la mer, c'est du bleu, la couleur du ciel, c'est du bleu et c'est des thèmes qui sont, assez larges. Il faut rappeler, je reviens sur les bijoux parce que c'est assez intéressant, c'est que, les bijoux bleus, en Mésopotamie et en Égypte sont très appréciés parce que assez rares et que par exemple, le l'importation de lapis lazuli est, un des marchés les plus importants, dans le commerce lointain, pour la Mésopotamie et pour l'Égypte, justement parce que la couleur est bleue et qu'elle est bien définie comme telle.
Oui, la couleur est bleue, ça ne signifie pas qu'il existe un mot pour nommer le bleu. On D'ailleurs, vient de vous c'est dire que récemment, si, très on vient de vous récemment, dire que si, on vient de vous très dire qu'il y a un récemment, Nota Bene a fait une vidéo où il parle du bleu et justement, il explique que le bleu n'existait pas dans l'Antiquité. La perception du bleu dans l'Antiquité était différente de ce qu'on en a aujourd'hui. Le bleu n'existait pas. Bah, écoutez, je regarderai la note de Nota Bene, s'il a vraiment dit ça, je lui en donne Ça un dans s'appelle le Le bleu parquet. n'existait pas, ça date d'il y a un mois et ça s'appelle les couleurs absentes. Mmh. La Le couleur, problème, c'est couleur que, absente. encore une fois, le problème, c'est qu'on vient de vous expliquer que et en mésopotamien et en égyptien, il y a des termes qui désignent le bleu. Alors, allons-y sur les ADN. Quel est votre, Ok, on va clôturer la session couleur. Et même si je sens qu'avec l'ADN, on va revenir vers une certaine forme de couleur, mais ce ne sera pas les mêmes. Exact.